Vous êtes au 13h de BF1 au sommaire. Le minaret principal de la mosquée de Dioula Soba continue de faire parler de lui. Il y a 2 ans, un peintre burkinabé calquait tous ces derniers événements survenus dans la mosquée sur un tableau. Comme un devin, tout cet art pictural de Wendla Sida Samuel Ouedraogo, dit Osam, s'est réalisé textuellement. Qui se cache derrière ce peintre? Comment explique-t-il cet événement malheureux avec son tableau? Tous les détails à suivre dans une poignée de minutes. Au moins 70% des candidats aux examens du BEPC et du bac ont échoué dans la région des Hauts-Bassins pour cette session 2020-2021, alors que la région a connu un climat social assez apaisé, contrairement aux régions secouées par les manifestations des scolaires et qui se sont bien illustrées. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? À qui la faute? Autorité régionale de l'éducation, structures scolaires et organisations syndicales se rejettent la balle, vous le verrez. À la une également, avec les communes et régions, le Fonds minier de développement local a recouvré en 4 ans plus de 71 milliards de francs CFA, une somme destinée à financer le taux d'exécution des plans communaux et régionaux de développement de ces collectivités. Depuis son opérationnalisation en 2019, cette manne financière a-t-elle réellement servi au développement des communes? Vous aurez des éléments de réponse tout à l'heure. Voilà donc pour la une de ces 13h. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle. L'Afghanistan est aux mains des talibans depuis ce dimanche. Cette actualité a été abordée ce matin par la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Pour elle, le retour au pouvoir des talibans est une leçon pour les pays au Sahel, en ce sens qu'aucune puissance étrangère ne peut sauver un peuple. La coordination insiste encore et toujours sur le départ de l'armée française du Burkina Faso. Sur cette sortie médiatique, je vous propose d'écouter Nassouri Abdoul Moumouni. Il est donc le secrétaire général de la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire. Ces puissances étrangères-là n'ont jamais résolu un problème dans un pays. Et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour résoudre ce problème-là. Donc nous avons intérêt à ce que ces troupes étrangères-là partent le plus tôt possible. En Afghanistan, ils sont allés, ils sont restés, mais après leur départ, quel bilan on peut tirer? En Irak, ils se sont installés, après leur départ, quel bilan on peut tirer? Donc, nous avons tous intérêt à nous battre pour que ces troupes-là quittent, étant donné qu'elles ne jouent aucun rôle. Puisque malgré que ces puissances militaires étrangères sont là, nous souffrons de l'insécurité. Donc, il vaut mieux qu'elles partent. Et nous allons travailler à nous donner les moyens de nous défendre. Et aussi, dans la déclaration liminaire, nous avons été assez clairs. Il faut une politique, il faut du courage pour des réformes politiques nécessaires dans notre pays. Parce qu'il faut armer le peuple. Et si on ne met pas l'ensemble de la population là, dans la danse pour la lutte de cette insécurité-là, on ne pourra pas y arriver. À présent, ces chiffres. 39,34% au bac, 25,63% au BEPC et 63,05% au CAP et au BPC. Voici donc le taux d'admission aux différents examens dans la région des Hauts-Bassins, une région qui a connu un climat social apaisé durant l'année scolaire 2020-2021, contrairement à de nombreuses régions secouées par les manifestations des scolaires dues justement aux réformes entreprises par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Qui sont les responsables? En tout cas, les raisons de ces faibles taux de réussite sont légion. Dans ce reportage, surtout Justin Dabiré nous le relate. 39,34% au bac, 63,05% au CAP au BEP et 25,63% au BEPC. Ce sont les résultats des examens scolaires dans la région des Hauts-Bassins. Des résultats en deçà des attentes des premiers responsables régionaux en charge des enseignements post-primaires et secondaires. Le BPC, avec un taux de 25%, un peu plus de 25%, nous ne pourrons pas être satisfaits de ces résultats parce que il nous faut
à l'inverse voir les 75% des candidats qui n'ont pas obtenu l'examen cette année. Au bac D, nous sommes à 30%, environ 30%. Ça veut dire qu'il y a près de 70% des élèves qui n'ont pas également pu obtenir le bac D. Pour un enseignant, pour un encadreur pédagogique, un responsable au niveau de l'enseignement post-primaire et secondaire, nous ne pourrons pas nous satisfaire de ces résultats parce que nous attendons beaucoup plus. Si les résultats du bac 2021 dans les hauts-bassins sont supérieurs à ceux de 2020, 39,34% en 2021 contre 36,58% en 2020, ceux du BEPC ont connu une régression très significative. Ils sont passés de 34,09% en 2020 contre 25,63% en 2021. Le non-achèvement des programmes scolaires de 2020, dû à la pandémie de la COVID-19, et le nombre élevé d'établissements privés qui ne respectent pas les normes, ils sont pour quelque chose. Si on se rappelle encore bien, il y a un certain nombre de syndicats qui avaient demandé à ce qu'on revoie un peu la façon de poursuivre les cours. Parce que suspendre les cours dit de faire, d'évaluer ceux qui sont en classe d'examen, ce n'était pas du tout là la solution. Donc c'est sûr que ces programmes inachevés ont joué négativement sur les résultats du BEPC particulièrement. À cela aussi s'ajoute le fait qu'on a pas mal d'établissements privés aujourd'hui qui s'ouvrent de gauche à droite et qui ne respectent pas les normes. C'est l'opportunité pour nous aussi d'inviter les autorités à avoir un regard à l'endroit de ces établissements privés-là pour pouvoir corriger un certain nombre d'aspects. Le niveau des enseignements dans les établissements et le nombre pléthorique de candidats libres au BEPC expliquent aussi le faible taux de réussite au BEPC selon le directeur régional des enseignements postprimaires et secondaires des Hauts-Bassins. Face à cette situation, Henri Prosper Paré propose la mise en place d'un contrôle et suivi pédagogique. Nous voulons nous donner les moyens pour pouvoir assurer ce contrôle-là dans les établissements afin de voir ce qui est fait dans les établissements. Et c'est à ce prix que nous pourrons quand même améliorer également les enseignements dans les établissements. C'est une interpellation que aussi nous faisons régulièrement aux promoteurs d'établissements privés. Il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale donne les moyens appropriés aux enseignants pour faire le travail. Parce que regardez aujourd'hui, mais depuis un certain temps, c'est la chasse à l'homme dans les établissements. Ça ne peut pas donner un bon travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérénité en réalité dans les établissements. Nous savons également que c'est le gouvernement en conseil des ministres qui a validé les résultats. Alors qu'habituellement, c'est les enseignants, lors des conseils des professeurs, qui valident les résultats. On ne peut pas rester dans des bureaux valider des résultats alors qu'on ne connaît même pas la réalité du terrain. Aujourd'hui, les résultats sont là. Dans la région des Hauts-Bassins, les assises nationales sur l'éducation sont très attendues. Elles devraient permettre d'apporter les bonnes réponses aux problèmes du système éducatif burkinabé. Restons là-bas à Bobo Dioulasso pour aborder cette interrogation. Serait-il un devin, ce jeune peintre du nom de Wenlasida Samuel Ouedraogo, dit Osam? Mais voyez-vous ce qu'il a fait? En 2018, il peint un tableau représentant la grande mosquée de Dioulasso-Ba, et sur le tableau, le minaret central s'est effondré. Et comme une prémonition, le dimanche 8 août 2021, une partie du minaret principal de la grande mosquée de Dioulasso-Ba s'écroule. Coïncidence ou message divin? Seul Osam peut nous le dire. Il a été rencontré par Kader Kondé et surtout Justin Dabiré. Après les premiers effondrements du plafond de la grande mosquée de Dioulasso-Ba en 2018, Wenlasida Samuel Ouedraogo dit Osam peint une œuvre de la vieille bâtisse religieuse. Dans sa création, il monte un minaret de la grande mosquée de Dioulasso-Ba en ruine, où on aperçoit un visage représentant un ancêtre triste de voir cet édifice religieux s'effondrer. Ça a été une lutte. Voilà, moi, je ne voulais pas le faire. J'ai dit, bon, comment faire? Je vais faire une œuvre que je ne pourrais pas vendre, une œuvre de la mosquée de Dioulasso-Ba qui s'est effondrée. Et en plus, la partie effondrée, je ne pouvais pas la représenter sur la toile parce qu'on ne va pas la voir. Donc, c'est une manière encore de reprendre la mosquée de Dioulasso-Ba, puisque ce qui s'est effondré est en arrière-plan. On ne la verra pas, la partie effondrée. Non. L'esprit me dit, non, ce n'est pas ça. La partie effondrée, c'est ce qui est devant. Je dis, comment ça peut être devant? Voilà, moi, je ne vois pas devant. Ce qui est effondré, c'est ce qui est derrière. Donc, j'ai été dirigé dans le travail comme ça. Et l'esprit m'a dit
que c'est cette partie-là le problème de la mosquée de Dioula Soba. Ce n'est pas l'arrière-plan, mais c'est l'avant-plan. Une œuvre qui véhicule un message très particulier, telle une prophétie selon Latisse. Lorsqu'on parle de là et qu'on vient ici, on voit un visage d'un conquérant. Quelqu'un qui est face à une difficulté et qui dit que ça va aller malgré la difficulté qui est là. Et cette partie est renforcée par, ouais, ça c'est un bras qui se lève ici et il y a l'index qui dit, si Dieu le veut, la mosquée sera restaurée. Dans toute cette partie-là, la partie claire, ça exprime la positivité. La partie obscure représente le pessimisme. Voilà, le problème qui est là. Là, c'est la solution. Donc, voyons, lorsqu'on regarde les deux visages-là, on voit distinctement la différence. Prophétie ou simple inspiration de Latisse, le dimanche 8 août 2021, peu après la prière de 13h, une partie du minaret principal va s'écrouler. Il s'agit exactement de la partie peinte par Samuel Ouedraogo, où on apercevait un visage représentant un ancêtre triste. Quand j'ai appris ça, voilà, je ne peux pas dire que j'étais dans la joie, parce qu'au fait, c'est un édifice très important qui s'est écroulé. Voilà, c'est pour de la tristesse pour tout citoyen burkinabé, hein. Voilà, parce que c'est un patrimoine mondial même, mondial. Donc, ce qui m'est venu à l'esprit, je dis yes, c'est ça. Ça ne m'a pas menti. Ce que j'avais vu là, c'est réalisé. Mais au fait, ça n'éprouve pas de la joie, parce que ce n'est pas un événement heureux. Voilà. Mais ça concorde avec ce que tu avais eu à dire. Donc, c'est une manière de me dire à moi-même que ce que j'avais prédit, ce qu'on m'avait dit, c'est effectivement réalisé. Wendla Sida Samuel Ouedraogo n'est nullement un devin. Il se considère plutôt comme un messager. Malgré l'engouement autour de son œuvre, Osam garde la tête sur les épaules. Son souhait de la voir un jour dans les musées du pays. Dans l'ouest du Burkina Faso, il y a des communes minières. À la date du 30 juin 2020, le pays dispose de 17 mines en exploitation. Ces mines qui contribuent à 10,85% au produit intérieur brut. Avec les communes et régions, le Fonds minier de développement local a recouvré en 4 ans plus de 71 milliards de francs CFA, une somme destinée à financer le taux d'exécution des plans communaux et régionaux de développement de ces collectivités. Mais il revient que ces patentes et impôts collectés ne sont pas véritablement profitables aux communes minières. Alors, comment cela s'explique? Quelles sont les communes bénéficiaires? Que faut-il faire pour suivre la collecte et la répartition de cet argent? C'est le sujet abordé dans la chronique économique de cette semaine. Le secteur minier donne au Burkina Faso plus de 996 milliards de francs CFA et 10,85% en moyenne de contribution au produit intérieur brut. Un levier important donc pour le développement socio-économique du pays. Parlant de développement, le Fonds minier de développement local a recouvré de 2017 à 2020 un peu plus de 71 milliards 500 millions de francs CFA. Ici, les communes et régions comme Falangoutou et le Sahel ont reçu respectivement un peu plus de 3 milliards 150 millions et 2 milliards 180 millions de francs CFA. Des fonds pour aider ces collectivités à booster leur développement à travers la réalisation d'infrastructures sociaux de base. La loi dit que c'est exclusivement réservé aux investissements et prioritairement des investissements à caractère social. Ce qui ne veut pas dire que les autres investissements qui ne sont pas à caractère social sont exclus. Mais lorsque vous avez deux cas de figure, où il y a un investissement à caractère social et un investissement à caractère productif, c'est celui à caractère social peut-être qu'il faut prendre pour régler la question du moment. Mais il faudrait investir également, utiliser ces ressources pour pouvoir investir dans des domaines qui nous permettent de pérenniser donc ce fonds-là. Parce qu'un jour, la mine va partir. En attendant que les mines ne partent, la commune de Falangoutou, par exemple, a construit des écoles, électrifié des CSPS, réalisé des forages pour les habitants de la commune. C'est un cas parmi tant d'autres qui piétinent, puisqu'on a observé dans plusieurs communes minières des mouvements et revendications des habitants qui estiment que ces fonds recouvrés ne leur est pas bénéfique, donc mal gérés. Je m'inscris vraiment en faux par rapport à ces allégations qui disent que le fonds est mal géré. Parce que d'abord, on vient de commencer. Et on n'a pas encore eu le temps matériel de pouvoir faire un bon bilan. Mais de l'existant, à partir du moment où on a commencé à les budgétiser en 2019, c'est pratiquement en 2020
que les réalisations ont commencé. Et aujourd'hui, sur le terrain, il y a des choses extrêmement importantes qui sont là. La situation préoccupe aussi l'AJMBF, l'action des journalistes sur les mines au Burkina Faso. À Kaya, pour comprendre la répartition et l'utilisation de ce fonds dans les collectivités, les premiers magistrats de quelques communes ont exposé devant les journalistes l'apport des recouvrements dans ces zones minières lors d'un atelier de renforcement des capacités. Même les mines qui étaient un peu réticentes ont commencé à payer. Et notre souci aujourd'hui, c'est l'utilisation que les collectivités bénéficiaires veulent en faire de cet argent. Donc c'est d'outiller les journalistes, le cadre juridique, et les sommes déjà collectées, à quoi doivent servir normalement ces revenus collectés-là. Il est à noter que dans le plan d'opérationnalisation de soutien aux collectivités, les communes reçoivent comme droit les patentes et les taxes superficiaires, sans oublier l'État qui procure 20% de ses ressources, et donc ces communes et régions ne devraient pas peiner à amorcer leur développement. Il faudrait que nous, les Burkinabés, on cesse d'être pressés. On ne peut pas avoir tout de suite, tout ici et maintenant. Premier contributeur, c'est bien l'État qui cède 20% de ses ressources tirées des ressources minières, à savoir les royalties, les taxes superficielles collectées, 20%. Et dans ça, maintenant, il y a une clé de répartition qui favorise d'abord une première partie au niveau des communes qui abritent des sociétés minières. Le Burkina Faso compte 17 mines et 26 carrières en exploitation. Les revenus sur ces sites miniers ne profitent pas véritablement aux communes minières, même si certains sites font des efforts pour employer les nationaux et réduire du même temps le taux de chômage. Il est plus que nécessaire d'utiliser les recouvrements de façon judicieuse et efficiente pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Adori, elle aussi, contribue à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. C'est un geste de solidarité de l'Association pour la bienfaisance humanitaire, un programme de lutte contre la cécité qui intervient dans la région du Sahel. La campagne gratuite de soins contre la cataracte a touché 200 patients. Amadou Diko, Archimède Boy. Amabari vient de bénéficier d'une intervention chirurgicale pour une cataracte. Il est désormais soulagé de ce mal qui impactait négativement ses activités quotidiennes. Cette opération a été possible grâce à la campagne gratuite de lutte contre la cataracte organisée dans la ville de Dori par l'ABH, l'Association pour la bienfaisance humanitaire au profit des populations du Sahel. Une campagne ténue en plusieurs phases. Il s'agira de regarder un certain nombre de signes, parce que nous le faisons à la lampe torche. Ce n'est pas ce qu'il faut, mais nous tentons de le faire ainsi. Et donc, vous voyez derrière moi, cette affluence, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est la première phase même de cette campagne. Ensuite, va suivre l'intervention chirurgicale que nous allons mener au sein de l'hôpital. Et ensuite, va suivre la dernière phase qui est le suivi post-opératoire. Un suivi post-opératoire pour s'assurer de l'efficacité et de l'évolution du traitement. Cette année, elles sont au total 200 personnes à avoir bénéficié de cette chirurgie gratuite de lutte contre la cataracte de l'ABH en collaboration avec le CHR de Dori. Et à Ouagadougou, les mannequins et le Faso d'Afani étaient sous les projecteurs aux soirées podium du Salon international du textile africain. Le week-end dernier, c'était l'acte 7 de ces soirées. Et à la loupe, c'est le styliste François Ier qui a déroulé toute sa créa, inspirée des matériaux locaux au grand bonheur des amoureux de la mode. Archimède Boy. 50 tenues du styliste François Ier, présenté au cours de cette soirée podium, acte 7 du CITA, le Salon international du textile africain. La particularité de ce créateur, des tenues éco-responsables, faites avec des matériaux locaux. Et j'utilise que le coton bio, c'est-à-dire que toute ma collection est en coton bio. Et encore une autre particularité, j'utilise de matières premières, le fil est différent des autres, mon fil est fin. Et c'est tissé chez moi, c'est teint chez moi, c'est cousu chez moi, et tout vient de chez moi. Et tout est coton 100%, et ça doit être du coton burkinabé. Des particularités bien appréciées par le parrain de la soirée. Avec un styliste renommé, de grand talent, François Ier, qui nous a émerveillés tous, et je pense que vous, la presse en premier, vous avez été émerveillés
par la qualité de sa production, par son inventivité et le professionnalisme. En tout cas, moi, c'est un défilé. Je suis très satisfait. Même si on a besoin d'un parrain demain encore, je risque de revenir pour cette activité parce que je l'ai appréciée positivement. La coordinatrice des soirées podium du CITA est satisfaite de la mobilisation autour de l'événement. Elle invite le public à soutenir les créateurs locaux. Du simple fait qu'on franchit la porte du CITA, on doit payer une tenue pour soutenir le styliste. Même si on va aller offrir la tenue à notre femme, à notre mari, à nos voisins, à nos enfants, nous sommes tenus en tout cas d'acheter la tenue pour offrir à quelqu'un et encourager le styliste. Les soirées podium se tiennent tous les samedis jusqu'en octobre. Elles visent à préparer l'édition 2021 du CITA, prévue du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. Dernière actualité nationale dans ce 13h à Pabré, ce sont des plantes en majorité fruitières et médicinales qui ont été mises en terre par des acteurs de défense de la nature, une initiative citoyenne de l'association 365 jours, 365 plantes qui vise ainsi à contribuer à la lutte contre l'environnement. Amadou Diko, Luc Pagbelgem. Des motards, des humoristes et bien d'autres acteurs de défense de la nature convergent vers le bosquet sacré de Sabtenga pour accomplir un acte noble de préservation de l'environnement. Cette initiative citoyenne qui se veut par cette journée marquer sa pierre blanche pour contribuer à la lutte contre la désertification et le choix porté sur la commune de Pabré n'est pas fortuite. L'année passée, c'était comme Silga. Cette année, c'est Pabré. Pourquoi Pabré? Alors, on se dit que les communes rurales ont besoin également d'être renforcées en termes d'arbres. Aujourd'hui, ce n'est pas un péché, mais on se dit que c'est des zones qui, au fur et à mesure, connaissent plus d'engouement avec des lotissements, avec plus de parcelles. Mais on ne peut pas parceller des terrains sans couper des plantes. Non, ça se fait partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ces plantes-là, afin que dans 5 ans, 10 ans, qu'on soit encore plus meilleur même dans les plantes que ce qui existait déjà. Il faut reboiser. Au total, ce sont 365 plants qui sont prévus pour être mis en terre. Il s'agit majoritairement de plantes fruitières et médicinales. L'objectif, c'est de permettre aux populations de s'en servir plus tard. Bien avant l'arrivée du blanc dans nos terres, nos grands-parents utilisaient bien les racines et les écorces, les feuilles, pour soigner les différentes maladies. Et je pense que cette vertu n'est pas encore disparue. Et je pense que si les plantes sont bien entretenues, on a plusieurs différentes sortes d'arbres ici qui pourront bien servir aux villageois ici. L'artiste humoriste Philomène Nanema vient de mettre en terre son citronnier. Elle l'inscrit pour la postérité et promet de revenir sur le site pour son entretien. C'est pour la postérité et tout. Donc on est content d'avoir planté ces arbres. On s'est dit qu'on va revenir peut-être dans une année, venir trouver qu'il y a les citronniers. On a donné des citrons. Une année déjà, ça suffit, non? Donc on va cueillir les citrons et puis on va se reposer sur certains arbres. Je pense qu'en une année, c'est faisable, ouais. On va passer de temps en temps aussi voir, parce que moi j'ai un citronnier derrière, là, je pense que je vais passer bien le surveiller. Le tout n'est pas de planter, mais il faut un suivi. Pour cette deuxième édition du reboisement, 365 jours, 365 arbres, les organisateurs bénéficient également de l'accompagnement des agents des eaux et forêts. Prosper Guédem et ses collaborateurs lancent un appel au ministère en charge de l'environnement pour une dotation en clôture de ces sites sacrés. Pour terminer ce journal, je vous emmène en Côte d'Ivoire qui vient d'enregistrer un premier cas d'Ebola. C'est à travers une jeune Guinéenne qui avait voyagé par la route pour se retrouver dans la capitale ivoirienne. Un cas qui inquiète l'OMS et les autorités du pays. Les premiers vaccins ont été déjà lancés hier lundi. Regardez. Après la confirmation d'un premier cas connu d'Ebola depuis 1994 sur son sol, la Côte d'Ivoire prépare la riposte. Le pays a lancé lundi une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique. Les agents de santé, les proches et les contacts de la victime ont été les premiers à être vaccinés. La Côte d'Ivoire a reçu 5000 doses de la Guinée. C'est justement de ce pays qu'est venu le cas identifié dans la capitale économique ivoirienne au cours du week-end. Une Guinéenne de 18 ans qui était arrivée mercredi après avoir voyagé par la route depuis la baie. La présence de ce cas à Abidjan, qui compte 4 millions d'habitants, inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Outre la vaccination lancée lundi,
La Côte d'Ivoire dit avoir aussi commencé dimanche celle des groupes ciblés. Le cas ivoirien intervient près de 2 mois après la fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée qui a débuté l'année dernière et a fait 12 morts. Ce journal qui s'achève, merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Au cœur de nos défis. Restez avec nous et à demain.